L'art du NFT. NFT, non-fungible token. Tu veux dire? C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h. Cette semaine, c'est exceptionnellement mercredi. Ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter Art du NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alex Bouyassane qui va nous parler de son parcours, de ses projets NFT, de ses œuvres. Vous pourrez intervenir en fin de room et surtout rester jusqu'à la fin pour une série de petites questions sur le vif. Pour l'heure, place à l'actualité de la semaine et je passe la parole à Benjamin. Merci ma chère Léo. Une petite actualité qui évoque la relation compliquée, je dirais, entre le monde de l'art traditionnel et les NFT. Alors pour exemple, le Journal des Arts, un fameux magazine qui parle d'art en France, a sorti toute une série d'articles la semaine dernière sur les NFT avec des titres assez accrocheurs comme les NFT, un marché hautement spéculatif et nébuleux, ou alors NFT, est-ce une révolution ou une pyramide de Ponzi? Donc en gros, je vous rappelle, une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire une grosse arnaque. Et je pense que le monde de l'art est en train de comprendre le phénomène, de comprendre qu'il y a un phénomène déjà qui se passe, mais les journalistes n'ont pas encore creusé vraiment la question. Et quand on regarde les articles, on comprend la confusion entre les collectibles, donc typiquement les CryptoPunks ou typiquement les Bored Apes, donc toutes ces petites imagettes qui représentent soit du pixel art ou des profile pictures ou des choses comme ça. La différenciation entre ces collectibles est vraiment une démarche artistique avec des gens comme Alex, dont on va parler ce soir, qui sont des artistes, qui ont des idées de création, qui ont des intentions, etc., qui véhiculent des émotions. Bon, voilà, donc un artiste, quoi. Et en fait, je me suis dit, ça n'avance pas vite parce que j'ai repris un ancien article du magazine Beaux-Arts, qui est paru au mois d'avril, juste après la fameuse vente du Beeple, vous savez, à 69 millions de dollars, la première fois qu'on entendait parler des NFT vraiment de façon mondiale. Et j'ai gardé cet article de Beaux-Arts qui disait, qui évoquait cette vente en disant la vente récente d'une œuvre médiocre au format JPEG pour 69 millions d'euros, laisse perplexe. Pire, cette œuvre ringardise les arts numériques, etc. Et puis, c'était une descente en flèche de cette œuvre de Beeple et de toute l'œuvre de Beeple en général. Et on voyait bien que le journaliste n'avait pas compris du tout l'intention de Beeple, n'avait pas compris les 13 ans de travail qu'il avait fallu pour proposer cette œuvre aux enchères, etc. Donc je voulais juste évoquer ça. C'est quelque chose que je regrette évidemment venant du monde de l'art. Et je regrette qu'à chaque fois, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de créer se heurtent bien souvent au mur de l'incompréhension, voire même au mur de l'indifférence. Je pense que c'est en train de changer parce que j'ai parlé avec un journaliste il y a juste 2 jours, qui me disait avoir compris finalement la différence entre les collectibles et les œuvres d'art digitales. Et je pense que les prochains papiers, j'espère en tout cas, les prochains papiers vont être positifs pour les NFT. Alors non pas, faut pas être naïf, il faut pas être totalement béat devant les NFT, mais simplement expliquer qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, qui est en train de s'installer, le mouvement crypto-art, le mouvement art digital, et que c'est un mouvement qu'il faut suivre de près parce qu'il est très intéressant. C'est la genèse d'un nouveau mouvement artistique qui peut-être va durer une centaine d'années, peut-être même 2 siècles, j'en sais rien, en tout cas qui est là pour durer. Et on en parlera aujourd'hui avec Alex qui représente cet art digital. Voilà rapidement ce que je voulais dire Ouais, là-dessus. je suis complètement d'accord avec toi, Benjamin. J'en suis arrivée à me demander s'il ne faudrait pas qu'on arrête même de parler NFT, parce que moi, mes proches savent que je m'y intéresse, etc. Et ils m'envoient tout et n'importe quoi sur les NFT. Ça commence à m'agacer un peu que tout le monde mette
tout dans le même sac finalement. Et je me demande si on ne devrait pas, nous qui soutenons finalement le crypto-art, en fait, commencer à plus utiliser ce vocable-là. C'est une vraie question. Peut-être que ça permettrait aux journalistes aussi de faire la différence, de les initier, etc. Je ne sais pas, c'est une vraie question. En tout cas, moi, ce qui me fait doucement rire quand on voit les journalistes qui dénigrent ça, on a vraiment l'impression d'être au début du XXe siècle, quand Louis Vaucel parlait des fauves en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Bon, c'est assez marrant comme l'histoire se répète bon, on va voir la suite en tout cas, mais c'est toujours mieux que l'indifférence. Oui, l'histoire se répète et puis on va en parler avec Alex. Tu as raison, le mot NFT, en fait, finalement, je crois que c'est le mot qui brouille les pistes. Parce qu'on aurait pu tout simplement parler de crypto art ou d'art digital, comme à l'époque on parlait de pixel art ou d'art fait par informatique, etc. Et finalement, le NFT qui n'est pas l'art digital, puisqu'on peut on peut proposer un NFT sur un tableau physique ou sur une sculpture physique, etc. En fait, le mot est en train de brouiller le message qui est qu'il y a un mouvement artistique très puissant, très important qui arrive, qui est l'art digital, l'art numérique, le crypto art, appelons-le comme vous voulez. Vous voyez, même les définitions sont un peu flottantes pour l'instant. Mais j'aimerais avoir En l'avis. tout cas, c'est ce qu'on défend ici, ce mouvement. Ouais, exactement. Donc justement, passons à notre ami Alex qui est avec nous. Alex, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup Alex d'être là. Est-ce que d'abord tu veux réagir à chaud à l'actualité ou est-ce que tu veux qu'on passe à l'interview tout de suite? Écoute, ouais, je veux bien. Ça m'a fait penser à une courte discussion que j'ai eue avec un des rares collègues qui savait, enfin qui en tout cas avait entendu parler des NFT. Et, euh, et en fait, c'est une discussion qui a été relativement bizarre dans le sens où voilà, il avait lu un article de 20 minutes, je crois. Et du coup, il était devenu spécialiste immédiatement en NFT sans savoir que moi, je m'y intéressais énormément depuis un petit Il est moment. épidémiologiste Et aussi? donc, ouais, voilà, tout à peu près tout d'un coup, ouais. Et donc voilà, j'ai eu le droit à tous les poncifs. Ah oui, les NFT, c'est le truc où les gens volent des œuvres pour les revendre sur Internet, qui, et qui, et qui polluent et qui utilisent du CO2. Et voilà, j'ai eu le droit à tout ce genre de trucs et j'ai essayé de détricoter lentement, etc., pour expliquer. Mais voilà, je me suis dit qu'effectivement, il y avait encore du chemin et que euh, les gens ne savaient pas enfin, effectivement, ne font pas la différence entre crypto art et NFT de façon plus générale. Et d'ailleurs, ne connaissent généralement que le terme NFT qui englobe à peu près tout. Bon, alors c'est ce qu'on va faire ici. On va essayer de tout tricoter et comme ça tu pourras envoyer ce podcast à ton collègue et je pense que ça lui apprendra plein de choses. Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter succinctement et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais? Alors, je vis à Paris, je suis graphiste motion principalement. J'ai fait des études d'art appliqué. J'ai commencé, enfin, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la création plus que la façon de faire, mais j'ai toujours eu deux passions qui étaient la photo et l'infographie, notamment la 3D. Et de, de fil en aiguille et de hasard en rencontre, après, après mon BTS d'art appliqué en publicité, je voulais faire de la pub, mais comme j'étais un peu autodidacte de ce qui était très à la mode à l'époque, c'est-à-dire les sites web et la 3D, je me suis mis directement à travailler dans le domaine et voilà, et j'ai fait un peu de photo de mode que j'ai laissé comme métier, mais voilà, qui restait une passion avec laquelle je continue de m'amuser beaucoup. Et Donc aujourd'hui tu n'es pas que artiste, c'est ça? voilà, aujourd'hui je suis principalement graphiste dans un grand groupe audiovisuel. Ok. Euh, Voilà. Et comment tu es arrivé au NFT? Alors, on va continuer par abus de langage à parler de NFT, même Ouais, si ouais. on sait tous ici ce que ça sous-entend. Comment tu en es arrivé là? Alors, enfin, moi j'ai toujours eu besoin donc de créer et de m'amuser dans mon métier. Et donc, quand il y a 5 6 ans, j'ai commencé à prendre un CDI dans ce grand groupe d'audiovisuel très hiérarchisé et très grande entreprise, la partie créative et la partie liberté de création s'est beaucoup amenuisée, ce qui a fait que j'ai commencé à côté de ça à développer un peu plus de travaux personnels.
et notamment via une galerie parisienne. Et, j'ai lu un article il y a, je crois, 1 an ou 2 qui disait que voilà une ex ou une copine d'Elon Musk avait vendu du crypto art. Alors, je me suis demandé ce que c'était et j'ai cherché un petit peu, j'ai pas très bien compris. Et voilà, j'ai laissé le truc de côté pendant un petit moment. Et, euh, et plus tard, j'ai réentendu parler, notamment via Beeple et tout ça. Et je me suis dit, ah, mais c'est le truc qui m'avait intéressé à l'époque. Mais en fait, voilà, c'est un vrai mouvement, il y a vraiment quelque chose. Et j'ai réalisé que ça pouvait être aussi l'occasion de ne pas être que en galerie, entre guillemets, mais de vraiment proposer directement ce que moi j'ai envie de proposer en tant qu'œuvre d'art. Et je trouvais ça une motivation supplémentaire au fait de juste créer pour soi, mais de créer du coup aussi pour les autres et de façon quasiment non contrainte. Mais donc, tu avais déjà une pratique artistique établie? Oui, plus ou moins, j'avais déjà fait deux, trois expos. Euh, mais c'était toujours un à côté c'était pour mon épanouissement artistique, ma bulle à côté de mon métier de graphiste. C'est-à-dire que finalement, Alex, quand tu parles de la vente de Beeple, donc tu parles bien de cette vente assez extraordinaire qui a eu Ouais, lieu celle au qui a mois fait de les gros titres, mars. ouais. Ok, donc en fait, ok, le graphisme, tu maîtrisais les outils, etc. pour ton travail. Tu avais déjà des intentions artistiques personnelles, donc tu avais une recherche personnelle que tu faisais à tes moments perdus, on va dire. Et en revanche, c'est cette vente de mars, donc c'est important parce que je sais qu'elle a frappé les esprits, cette vente de Beeple. Elle a frappé aussi mon esprit à moi. Je me suis dit qu'il se passait, ça y est, vraiment quelque chose d'important. Et tu t'es dit finalement, je vais pouvoir monétiser mon travail grâce au NFT, ou tu t'es dit, il faut que je change ma façon même de créer pour m'adapter. Enfin, quel a été le choc pour toi de cette... Alors moi je le monétisais déjà, mais enfin légèrement, mais sans me dire que j'allais devenir milliardaire, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait des plateformes et qui permettaient de proposer sans le filtre d'une curation et d'une galerie. C'est-à-dire, voilà, quand on est artiste, enfin, en tout cas, dans mon cas, quand on est artiste pour une galerie, il faut correspondre au thème qui a été décidé, il faut être sélectionné pour ce thème et il faut que les œuvres qu'on propose soient sélectionnées. Donc ça fait déjà tout un tas de filtres. Et après, il faut qu'elles soient évidemment achetées, mais ça, c'est notre histoire. Et, euh, et là, ça commençait à bien marcher en galerie, et j'ai vu cette ouverture encore moins filtrée, entre guillemets, et je me suis dit que c'était super intéressant, d'autant plus que moi, j'ai toujours, enfin, depuis longtemps, j'étais dans les cryptos, dans le Bitcoin notamment, et quand j'ai vu voilà, qu'il y avait ce mélange entre geekerie, crypto et art, ça m'a immédiatement séduit. Mais donc, dans un premier temps, c'était surtout un moyen de t'affranchir des intermédiaires, des galeries. Oui, mais c'était même s'il n'y avait pas de vente derrière, en tout cas, c'était le moyen de montrer euh, une œuvre, mais qui avait une valeur, plus que juste faire une page web, voilà ce que je sais faire. C'était vraiment, à partir du moment où on mint cette œuvre NFT, elle prend le statut, entre guillemets, d'art NFT. Elle a eu un coût pour le mint, et elle a un potentiel artistique aux yeux de qui veut bien l'apprécier, plus que si je la mettais sur une page web en disant voilà ce que je sais faire. Donc il y avait ce côté se faire plaisir en créant, ce que j'ai toujours fait, mais avec un potentiel de vente derrière qui est une motivation supplémentaire et rigolote, quoi, une sorte de nouveau challenge. Oui, j'étais interpellé par ce que disait Alex. En fait, parce qu'en fait, effectivement, tu vendais en galerie tes œuvres digitales, à moins que tu vendes des sculptures. Parce qu'en fait, il faut juste expliquer à ceux qui nous écoutent que ton art s'apparente à, pas du pixel art, mais enfin, c'est entre le Lego et le pixel. C'est-à-dire que tu utilises des notions fondamentales de géométrie, on va dire, et de couleur, pour construire quelque chose de figuratif, mais à base de petits éléments. C'est du pointillisme digital, on va dire, hein, pour faire une référence à la peinture 19e. Est-ce que tu peux déjà nous décrire ton art et Oui, comment oui. tu exposais en galerie ton travail? Alors oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours été très fan du street artist Invader.
Et avec mes enfants aussi, et on s'amusait à chasser les invaders dans Paris avec l'appli. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire nous aussi des mosaïques. Donc j'avais acheté tout un tas de mosaïques et on s'est mis à faire des mosaïques. Et comme je suis très volume à la base, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait une mosaïque en volume? Comment je pourrais faire un petit invader? Et je me suis dit directement, mais en fait, une mosaïque en volume, c'est juste du Lego. Donc j'ai commencé à essayer de faire des trucs en Lego. Et très vite, c'est devenu compliqué à cause des couleurs, des pièces, etc. Je me suis dit, bah, je vais le faire en 3D, tout simplement. Et voilà, et à partir de là, j'ai commencé à faire des sculptures virtuelles en Lego en 3D, donc qui représentaient des personnages des super-héros, des personnages de Star Wars, des véhicules. Et, euh, et donc j'avais déjà fait une expo avec cette galerie, mais qui était une expo photo pour le coup. Et comme ça leur correspondait bien, c'est une galerie très pop et très pop culture. J'aurais dit, bah voilà ce que je fais en ce moment. Ils ont dit, bah bingo, ça, c'est très cool, ça rentre dans ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est rentré dans leur catalogue. Et dernièrement, ils ont refait une expo thématique à laquelle j'ai participé aussi, et toujours avec des œuvres en Lego. Donc en fait, ce sont des prints que je vends. Voilà, les œuvres sont virtuelles, c'est de la création numérique, mais ce sont les prints qui sont achetés en un certain nombre d'exemplaires en fonction de la taille. Je crois que c'est 10 Ouais. exemplaires pour les plus grands et une centaine pour les moins grands. Mais donc finalement, ton travail, il est quand même conçu en 3 dimensions Ouais, sur ton ordinateur, et au final, tu proposais quelque chose en 2 dimensions. C'est-à-dire que tu faisais c'est ça, une capture d'écran, enfin on va dire une sortie 2D d'un travail 3D. Donc c'est exactement. déjà une première frustration, à mon avis, pour toi. Parce que j'imagine que la galerie, comme toutes les galeries physiques, avait plutôt tendance à pousser un travail 2D, parce que dans l'histoire les gens ont beaucoup plus l'habitude d'accrocher quelque chose sur un mur que de visualiser quelque chose en 3 dimensions. Donc j'imagine qu'aussi les NFT, ça a permis pour toi de faire des séquences vidéo de tes objets 3D, enfin de tes œuvres 3D, et de faire quelque chose d'assez cinématographique. C'est-à-dire que tu poses une caméra virtuelle dans ta création, et la caméra tourne autour de ta sculpture 3D. Et c'est ça que maintenant que tu proposes en NFT. C'est ça, ouais, exactement. Tu as tout à fait bien vu le truc, c'est que ça permettait aussi, enfin ça permet aussi de faire le tour de cette sculpture dont voilà, je vais présenter 3 vues comme 3 photos de cette sculpture. Et la galerie va en choisir une, parce qu'il n'y a pas de sens d'en proposer plus. Mais ça va rester quelque chose de plat, alors qu'en NFT, on peut faire le tour, proposer une animation, zoomer sur des parties plus intéressantes, voir que ce sont bien des petits Lego et pas juste des blocs de céramique. Et donc ça apporte une quatrième dimension à cet objet qu'on n'avait que 3 et qu'on n'avait que 2 en galerie en tout cas. Mais ouais, effectivement, la vidéo, voilà, c'est quelque chose enfin, qui était quasiment très dur de monétiser avant en tant qu'œuvre d'art. Ouais, donc c'est ce que le NFT t'a permis finalement. C'est par la monétisation, finalement, tu as pu développer la quatrième dimension. Exactement, ouais, ouais, exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes sources d'inspiration et comment tu crées? Tu pars de quoi? Quelle est la démarche? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ouais. Alors, moi j'aime bien tout ce qui est pop, et à la base ça marchait très bien aussi pour les Lego parce que c'était coloré et que voilà, même Lego, ça va être du Star Wars, du Spider-Man, du Iron Man, donc ça faisait sens. Et quand j'ai commencé à aller vers le NFT, j'ai eu envie d'introduire une démarche plus artistique, entre guillemets, mais aussi de faire une sorte de paradoxe entre l'art traditionnel et les NFT. Et du coup, là, je me suis mis à introduire des figures de la pop culture, mais artistiques, donc avec la Joconde, la jeune fille à la perle, les Pietà, etc. Et le cri de Munch, voilà, des tableaux connus, et de les refaire en volume, euh, en Lego, donc qui sont des pixels 3D, des voxels pour le coup. Et je trouve qu'il y a une espèce de boucle assez, enfin qui faisait sens pour moi, voilà, une boucle en termes d'histoire artistique, de prendre des vieilles œuvres et de les mettre en 3D avec une nouvelle technique et en plus les proposer en NFT qui est
on va dire, ce qu'il y a de plus actuel dans l'histoire de l'art. Oui, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai aussi remarqué que il y a beaucoup d'artistes, de crypto-artistes ou d'artistes digitaux en ce moment qui puisent dans l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art assez ancienne. C'est-à-dire que au début, je pensais même que les crypto-artistes allaient s'inspirer de l'art du XXe siècle, l'art moderne, le cubisme ou le pop art ou Pollock, etc. Alors que pas du tout. Les crypto-artistes comme toi vont plutôt puiser dans la Renaissance, même parfois au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, mais vraiment ce qu'on appelle l'art ancien. On pense à Trevor Jones. Ou Trevor Jones, exactement, Trevor Jones, qui est exactement l'artiste typique Renaissance, enfin, qui va puiser à la Renaissance. Et je me dis, c'est incroyable comme les jeunes artistes aujourd'hui vont chercher très loin dans l'histoire de l'art. Comme si d'ailleurs, ils voulaient zapper le XXe siècle. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter ou sur des Discords, je vois beaucoup de critiques d'artistes comme Jackson Pollock, dont tout ce qu'on appelle l'expressionnisme, l'art abstrait des années 50, 60, 70. Tout cet art est très critiqué par les artistes digitaux d'aujourd'hui. Donc, question Alex, est-ce que toi, c'est une volonté ou est-ce que toi, tu t'intéresses à cet art du 20e ou pourquoi tu vas puiser directement dans l'art très ancien? Enfin, pour moi, justement, l'art très ancien est tellement, enfin, en tout cas de la Renaissance, est tellement établi et reconnu dans la société c'est pop. Enfin, si tu veux, la Joconde, c'est la Iron Man du Louvre et la jeune fille à la perle, c'est Captain America à Delft. C'est vraiment des figures emblématiques plus que si tu prends un Picasso ou un Pollock. En fait, c'est pour que ce soit plus facilement identifiable ou est-ce que c'est une recherche de reconnaissance? Je pense qu'il y a les deux. Déjà, ouais, c'est beaucoup plus facilement identifiable et sans être spécialement une reconnaissance, je pense que la trajectoire ou le message de s'inspirer du passé pour en faire quelque chose de moderne est peut-être plus évident que, que si je prenais du Mondrian ou un bleu de Klein ou ce genre de choses. Ouais, on sent tes références artistiques assez importantes du XXe siècle. Effectivement, ça ne m'étonne pas parce que je sais que tu connais bien l'histoire de l'art. Mais j'ai quand même une question sur ton travail, ton job alimentaire, j'allais dire, ton travail dans l'industrie en fait. Comment tu arrives à concilier le matin, donc j'imagine que tu as une journée de travail classique, donc ça c'est ton travail de graphiste dans l'industrie. Je crois que c'est dans la télévision, je pense que Oui, tu veux pas en dire plus, mais enfin, c'est dans la télévision. Et donc tu disais que d'une part c'était créatif avant, mais ça l'est de moins en moins parce qu'en fait il y a une conformité assez forte dans tous ces médias de télé, ça, on l'a tous constaté. Mais et après tu travailles en tant qu'artiste le soir et les week-ends, comment tu fais? Est-ce que tu prends des moments off? Est-ce que tu es tout le temps inspiré ou est-ce que tu t'alloues des moments bien spécifiques pour ton travail? Alors, j'ai toujours plein de choses que j'ai envie de faire et plein d'idées. Donc oui, je suis plutôt inspiré et que j'arrive jamais vraiment à mener à bien. Mais j'essaye de me concentrer sur celles qui me paraissent les plus efficaces, enfin les plus réalistes à produire. Et, euh, et en fait, dans mon métier, les choses, enfin, c'est les groupes audiovisuels privés. On est à la recherche du moindre coût et de l'efficacité. Donc de plus en plus, les tâches s'automatisent et sans faire de l'art génératif, je commence à devoir coder pour optimiser les bandes annonces et les mises en page et voilà et les déclinaisons. Une bande annonce qu'on va faire en lundi demain ce soir, voilà, ça va être complètement automatique et, euh, et du coup ça autant je m'amuse à coder le truc, mais une fois qu'il est fait, voilà, il n'y a plus trop de créativité et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin à côté de, de mettre en place, enfin de faire de rechercher toutes ces idées que j'aurais mis dans mon métier à une époque et que donc là je mets à côté pour m'épanouir entre guillemets. Donc en fait, Et le NFT, quelque part, c'est la possibilité de monétisation qui t'a offert un espace de liberté. ouais, tout à fait. Plus accessible et plus facile qu'une galerie physique Donc en ce tout qui cas. t'intéresse, quand tu mintes, c'est d'avoir finalement un accès direct à tes amateurs et amatrices.
Ouais, exactement. Et alors après, on parle aussi beaucoup de communauté, etc. Et enfin, moi, j'ai toujours entendu parler de communauté, machin, et je me suis dit, ouais, ok, c'est pipeau, on connaît la chanson. Et là, j'ai été bluffé de, de la réalité de ces communautés et du soutien et de l'entraide et de la participation et de l'échange artistique, etc., qui est un truc que j'avais perdu depuis le lycée ou le BTS, quoi. Et ça, c'est aussi super épanouissant. Les gens, bah, comme vous, Ouais. ou comme d'autres que je connais dans la room, avec qui on discute régulièrement et on essaye de monter des projets, de s'émuler et de progresser ensemble. C'est aussi quelque chose au-delà enfin, moi, si ça se vend, tant mieux, mais pour moi, c'est plus une vitrine avec un potentiel de vente derrière, plus qu'une tentative de faire un à côté de mon métier. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait en plus une communauté extra, c'est super enrichissant. C'est vraiment. Je revis, Alex, je revis comme toi avec beaucoup d'émotions au mois de février, mars, les rooms sur Clubhouse. Alors, la plupart des rooms étaient plutôt en anglais, c'était les Américains qui parlaient. Mais on a appris, mais moi j'ai appris des centaines, des milliers de choses grâce à eux. Et il y avait, exactement comme tu dis, une notion de partage d'expérience. C'est-à-dire qu'on était tous novices, parce que tout était au tout début, on était tous au tout début. Et le partage, c'était j'ai galéré ici, voilà, je vais vous donner un bon truc là. On s'achetait même des NFT l'un et l'autre. Donc les artistes intervenaient, ah toi t'as minté sur telle plateforme, ah ben je vais aller t'acheter un NFT. Il y avait une effervescence absolument incroyable et on a participé. Je sais, toi et moi, on suivait les mêmes rooms parfois le soir tard parce que avec le décalage horaire, on voulait suivre les rooms américaines. Mais ça, c'était très fort. Et c'est vrai que cette communauté, on la retrouve encore aujourd'hui. La communauté des NFT, elle a tendance à vouloir s'épauler, à vouloir se renseigner. Tu parlais d'un article de presse dans 20 minutes qui évoquait le vol des œuvres d'art où les gens font des screen captures d'œuvres d'autres artistes et vont les minter après sur les plateformes sans prévenir l'artiste, évidemment. Et ben ça, maintenant, aujourd'hui, c'est immédiatement repéré par d'autres artistes, par la communauté qui alerte les places de marché en disant attendez, ça, il faut enlever immédiatement, c'est un spammeur, c'est quelqu'un qui a volé l'œuvre de quelqu'un d'autre, etc. Donc, ça, c'est très fort. C'est une communauté que tu suis toujours, tu as le temps donc de suivre cette communauté, de tweeter, d'être sur les Discord. Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais avant ça, avant les NFT, j'étais entre guillemets influenceur voyage. Donc j'avais avant le Covid un compte Insta de photos qui me permettait de voyager, qui était à 200 000 followers. Et Ah oui, donc c'est bien toi sur Insta que j'ai oui. vu. Et je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec son travail. Il doit y avoir un homonyme. Non, non, c'est bien moi, ouais. Et donc voilà, ça me prenait pas mal de temps. Et voilà, et depuis le Covid, la fermeture de frontières, etc., c'est devenu très très compliqué. Et tout ce temps que je passais à retoucher les photos, à les poster, à répondre aux commentaires, à interagir avec mes followers, bah, je l'ai basculé sur entre guillemets sur la communauté NFT. Et donc voilà, ouais, j'ai ce temps à côté. Voilà, c'est l'heure de métro le matin et le soir et les pauses, etc. C'est-à-dire, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc dès que je lève le nez de mon écran, c'est un peu ma pause à moi. Il y en a d'autres qui vont se prendre une petite clope ou un café, et moi, ma pause, c'est voilà, c'est aller voir ce qui se passe sur Twitter et Non, répondre mais, aux messages. non, mais tu as 200 000 followers sur Instagram. Ouais, je dois être à 170 maintenant. C'est démentiel. Donc, Ouais, c'était une belle mais tu aventure, sais ouais. ce que c'est que d'avoir une grosse communauté et puis de gérer une communauté, enfin de la consolider, enfin, c'est vraiment fort, quoi. Ouais, ouais, c'était super intéressant. Et aussi de repartir du coup à zéro pour ce projet-là, quoi. Ça donne un grand bol d'humilité. Moi, j'aimerais faire un petit pas de côté parce que je suis très intriguée par ce nom. Alors, est-ce que c'est ton nom? Est-ce que c'est ton pseudonyme? Est-ce que c'est ton avatar? Est-ce que c'est ton patronyme? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton nom? Oui, alors les deux premières syllabes sont mon nom, tout simplement. Et quand j'étais petit, j'étais fan de Karate Kid qui s'appelait Daniel San. Et je me suis dit, bah, je vais rajouter San à la fin et voilà, et ce sera mon pseudo.
donc Bouyasan. Et ça influence certaines de tes œuvres, cette passion ancienne pour le karaté? Ça reste de la culture pop des années 80 et ouais, il y a un Sangoku qui traîne quelque part et ouais, peut-être je ferai un Bruce Lee, un de ces quatre. Alors justement, est-ce que tu peux, parce que tu dis qu'il traîne quelque part, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres en fait? Où est-ce que tu mintes? Sur quelle blockchain? Sur quelle plateforme? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça et surtout pourquoi tu mintes là? Ouais. Alors, j'avais démarré un projet en même temps que sur. Alors, j'avais reçu au départ le Graal qui était l'invite sur Foundation. Et donc j'ai Est-ce que minté tu une peux juste œuvre. rappeler, parce que peut-être que tous nos auditeurs auditrices sont pas familiers avec les différentes plateformes, donc effectivement c'est Ouais. un Graal, donc Alors, c'était au moment de la grande vague NFT. C'était une plateforme sur laquelle il n'y avait pas de curation réelle et on pouvait rentrer que si une personne qui avait fait une vente vous offrait une invitation. de la Euh, cooptation en fait. ouais, exactement, de la cooptation. Et alors ça, ça crée une sorte d'exclusivité ou de reconnaissance, parce que sans qu'il y ait réellement de curation, en tout cas, c'était une plateforme où tout le monde ne pouvait pas minter. Euh, donc j'ai commencé par minter une œuvre sur cette plateforme, j'ai trouvé le mint super cher et je m'attendais à ce qu'il se passe beaucoup de choses. Il s'est évidemment rien passé parce que quand on commence, qu'on n'a pas de communauté ou quoi que ce soit, rien ne se passe. Et du coup, après, j'ai découvert Iketnuk et j'ai commencé un autre projet qui est un projet de borne d'arcade avec mes jeux vidéo préférés. Et donc, je l'ai démarré. Iketnook, donc, qui est une Ouais, plateforme une sur une plateforme autre Tezos, blockchain. exactement. Et qui a eu un problème entre contrat 1 et contrat V2. J'ai pas vraiment bien compris à l'époque, mais ça m'a un peu dissuadé de cette plateforme. Entre-temps, j'ai été accepté sur la plateforme qui est Non-Origin, qui est une plateforme anglaise et qui là pour le coup a une curation, donc il faut s'inscrire, ils vont vraiment analyser les œuvres, etc. Et à l'inverse de Foundation, Non-Origin a parlé vraiment avec ses artistes et interagissait. Il y avait un vrai support, que ce soit, il y avait une vraie communauté, quoi, que ce soit artistique ou juste sympathique. Les gens de Non-Origin sont là, ils répondent et on sent qu'il y a des personnes derrière et ça m'a beaucoup plu et du coup je me suis dit je vais rester sur cette plateforme. Donc ils font un peu un travail de galerie finalement. Ouais, c'est exactement ça. C'est un travail de galerie 3.0. Donc on y revient. Et Non-Origin, donc c'est sur Ethereum, Ouais. toujours. Et le mint, du coup, ça se passe comment? Alors, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont un contrat qui est vraiment très peu cher. Et là où je pense pour les mêmes gas fees, on va dire, ça va être $80 plus $70 sur Foundation. Là, on va juste mettre $70 et l'œuvre va être mintée et proposée à la vente. Donc c'est souvent en dessous de moitié prix par rapport à Foundation. Oui, tu fais bien de parler des frais de gaz parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps et les gens se demandent toujours ce que c'est. Mais quand on place ses premiers NFT, quand on crée ses premiers NFT, il y a des frais de réseau. Moi, je parle toujours pour parler d'un équivalent réel, c'est-à-dire les péages sur l'autoroute. Il faut passer par le péage pour entretenir l'autoroute. Et là, c'est pareil. Il y a des frais de blockchain, donc de réseau, pour entretenir le réseau, enfin pour le faire fonctionner tout simplement. Et en fonction des blockchains, il y a des frais de gaz très différents. Et toi, Alex, comme tous les artistes, on est très attentif à ça, parce qu'évidemment, sur les prix, ça influence le prix. Si on veut vendre quelques centaines d'euros une œuvre et qu'on se retrouve avec 150 ou 200 euros de frais de gaz, c'est toute la marge de bénéficiaire qui passe à la trappe finalement. Donc il y a une stratégie de prix à avoir en fonction des plateformes. Donc toi, sur la plateforme Known Origin, on peut effectivement parler d'elle parce que toi, tu es très actif sur cette plateforme et tu vends essentiellement sur Known Origin. Donc c'est une plateforme, moi que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que quand tu dis que tu interagis avec eux, c'est-à-dire que tu peux les contacter directement, ils s'intéressent à ton travail, ils te manifestent un intérêt pour ce que tu... Oui, tout à fait. Une œuvre sur deux, si je les tag sur Instagram,
ils vont faire une stories du tag. Quand je vais sur leur Discord et que je pose une question technique, j'ai une réponse avant la journée et quand on peut pas répondre, on me renvoie sur une autre personne. Et quand c'est pas des questions techniques, mais justement des questions de développement de marque ou artistique, bah, ils vont envoyer sur le membre de l'équipe qui correspond et ce membre va répondre. Et je trouve que c'est très, il y a un vrai côté famille et pas industriel, beaucoup moins industriel que Foundation. Est-ce que tu peux, parce que je suis sur Non-Origine, là, je vois qu'il y a il y a des éditions, il y a des 1 sur 1. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu détermines, en fait, si c'est des pièces uniques ou des éditions? Ouais. Alors en principe, je fais que des 1 sur 1, c'est ce que je m'étais fixé au départ. J'ai voulu essayer quand même pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai fait des 1 sur 3. Alors j'ai fait une Joconde que je voyais pas faire en 1 sur 1 parce que enfin, ce qui m'intéressait dans l'histoire de la Joconde, c'est que voilà, c'est l'œuvre la plus copiée et distribuée dans le monde. Et ça me paraissait intéressant d'y participer en mettant le maximum d'éditions que je pouvais en faire et au plus bas prix possible. Donc voilà, j'ai fait 100 éditions à 0,01. Euh, il doit y avoir aussi, et il y a un hommage euh, mais voilà, maintenant j'ai oublié son nom, Attends, à Trevor Jones. est-ce qu'on peut juste, Alex, est-ce qu'on peut juste Ouais. rappeler et préciser que quand tu dis 1 sur 3, ça veut dire que tu proposes à la vente 3 éditions d'une même œuvre. On Ouais, est c'est ça. d'accord? C'est ça. Voilà. Qui sont numérotées 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Alors, en plus, je crois savoir que finalement, on ne sait pas exactement laquelle on achète. Si moi, je veux acheter l'édition 2 sur 3, en fait, on ne sait pas. En fait, c'est juste le premier arrivé, premier servi, je Ouais. pense. Et puis, quand tu dis que tu le vends 0,1 Ether, c'est ça? La Joconde est 0,01. 0,01, ce qui doit correspondre à 2 ou 300 euros à peu près, je crois. Non, c'est 30. Ah oui, euros. je me suis trompé d'un zéro. C'est le minimum que je pouvais mettre pour. Ok, donc c'est celle-là. très accessible en fait, c'est très accessible. Ouais, celle-là, c'est la carte postale qu'on prend au Louvre, quoi. Ah ben voilà, oui, oui, je vois que tu as poussé le parallèle jusqu'au bout en disant vous sortez du Louvre avec une carte postale et ben là vous venez la prendre chez moi, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Mais je pense que les NFT dans les musées vont remplacer les cartes postales. Moi, je pense que dans 2 ans, il y aura ça. C'est ressortez du musée avec votre NFT. Ah oui, Bon, oui, je pense, mais c'est une discussion que j'avais il y a pas longtemps, et voilà, avec Grida d'ailleurs, je crois, et on se disait que les, enfin, moi, j'ai acheté des CD, des CD de musique, qui me coûtaient assez cher, et j'étais content d'avoir le livret, le CD, voilà, c'était ici, enfin, c'était comme ça que les jeunes, entre guillemets, dépensaient leur argent à l'époque. Et puis après, il y a eu les MP3 et la dématérialisation. Et du coup, le, le cash a glissé vers de la place de concert, donc plus de l'expérience, encore quelque chose d'assez immatériel et de l'abonnement musical. Et je pense que si on prolonge ça, je pense vraiment qu'il y a une génération qui est prête à acheter de l'immatériel, comme c'est hyper naturel avec de la musique. Et là, ça va être hyper naturel aussi avec du visuel. Et de la même façon qu'on est content de soutenir ou de s'identifier à un artiste euh, musical, ça pourrait être le cas maintenant avec un artiste plasticien, enfin en tout cas visuel. bon, moi, Alex, tu vois, j'avais prévu de te poser la question qui tue, mais juste avant la fin du podcast. Mais cette question me brûle les lèvres et je suis sûr qu'elle va être très inspirante pour tout le monde. Et tu vas voir, c'est un peu cash. Alex, quand est-ce que tu quittes ton job pour redevenir artiste à plein temps? Alors, c'est pas au programme, mais on va dire quand 12 mois d'affilée, les NFT couvriront le salaire, je commencerai à y penser. Ouais, mais ça peut arriver plus vite que prévu, hein. Ah bah écoute, voilà, je te dis, voilà, si pendant un an, effectivement, le- l'expression artistique euh,
me permet d'assurer les mêmes obligations et les mêmes dépenses que ce que me rapporte mon salaire, je pense que oui, la question se posera très réellement. Alors justement, je fais juste une petite parenthèse, on cherchait tout à l'heure, mais ton autre édition sur 77, je pense que c'est un hommage au Bernin de Sainte Thérèse, sans vouloir... Oui, c'est ça. mais je crois que Tu c'est cherches tout à l'heure. Trevor Jones qui a fait Ouais, ouais, cette absolument œuvre, ouais, aussi. qui est C'est un double hommage alors. ouais, exactement. Quels sont tes projets? Alors, on a compris que tu vas pas quitter ton job tout de suite, mais est-ce que tu as des séries, des inspirations où tu te dis, ah, je veux faire quelque chose autour de ça? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui Alors se ouais, alors trame j'ai chez elle? plein de séries que je voudrais faire. Alors il y a deux projets. Il y a un projet qui est aider un photographe connu, entre guillemets, un photographe de mode des années 90 qui voudrait, via sa galeriste, s'essayer au NFT, donc lui expliquer un peu comment ça se passe et éventuellement lui animer une œuvre. Ça, c'est à court terme. À plus moyen terme, monter un collectif d'artistes NFT pour justement euh, amener les NFT dans les galeries de façon facile. Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire avec la galerie avec laquelle je travaille d'habitude. Euh, et Donc, finalement, c'est pas si inutile que ça, les galeries physiques. Ah mais non, moi je pense que enfin, voilà, pour savoir ce que c'est qu'une communauté, tu vois, pour avoir eu 200 000 followers sur Insta dans un autre domaine, je, si tu n'as pas cette communauté, je pense que la galerie a cette communauté. Et, euh, et de la même manière que tu pourrais décider de dépenser, je ne sais pas quelle somme en promotion sur, euh, sur Internet pour tes œuvres, tu peux aussi en faire une marge pour une galerie. L'idée, Voilà. ce serait quoi? Ce serait d'exposer tes œuvres de crypto-art sur des écrans dans une galerie ou de les tirer pour faire une expo physique? Qu'est-ce que tu penses en fait de l'interaction, des ponts entre le physique et le numérique, toi? Alors ouais, alors moi tout récemment, je suis passé au physique, à la sculpture. À ma dernière expo physique, j'ai vendu des pièces en volume, des sculptures, et j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que j'avais fait une démarche qui était une démarche inverse de ce que je faisais d'habitude. C'est-à-dire d'habitude, je faisais un objet en 3D que j'insérais dans un décor réel. Et donc là, j'ai créé cet objet en 3D pour l'insérer dans un décor réel, et je me suis dit, mais pourquoi pas l'imprimer en 3D, le fabriquer et le photographier dans son décor réel. Donc c'était la première étape. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir sortir les œuvres que je fais en 3D, les œuvres virtuelles, et de les rendre physiques et palpables. Alors je sais qu'il y a un grand débat sur est-ce que le NFT ne doit pas rester immatériel, mais je crois il y a de la place pour toutes les idées dans le domaine de la création. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de pouvoir lier un NFT, une œuvre virtuelle, à une œuvre réelle. Et après, on peut tout imaginer, soit détruire l'une des deux, soit avoir un seul NFT, mais 10 œuvres réelles de ce NFT. Euh, voilà, il y a plein de façons d'exploiter la chose, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que dans une galerie, on puisse voir et le NFT et l'œuvre physique, qui peut être soit un simple print, mais en tout cas, quand c'est une vidéo, un print de cette vidéo qui peut être aussi en réalité augmentée et s'animer, ou une œuvre imprimée en 3D de, de cette œuvre virtuelle en volume. Donc, t'es pas un puriste de la création numérique. Je sais pas si on peut définir faire des guerres de paroisse entre puristes, etc. C'est un grand Mais sujet. ouais, bah c'est vrai. Est-ce que un vrai peintre peint en atelier ou en extérieur, enfin, c'est infini, c'est infini. Oui, oui, les problématiques, tu as raison. Et ce qui est vraiment intéressant, moi qui viens de l'art traditionnel, je discute avec des artistes digitaux, dont des gens comme toi aussi, Alex, et on s'aperçoit que moi, j'ai mis beaucoup d'énergie à transformer mon art physique en quelque chose de virtuel. Et je vois tous les artistes digitaux à mettre beaucoup d'énergie à essayer de trouver une correspondance physique dans le monde réel.
de leur création digitale. Et pour répondre à Lucie et Léonore, tu as raison, Léo, de parler des galeries, du rôle des galeries, parce que on s'interroge toujours, on se dit les galeries sont mortes, les galeries n'ont pas compris. Déjà, elles avaient raté le tournant des réseaux sociaux. Donc nous, les artistes, on était en direct avec les collectionneurs sur Instagram, sur Twitter, etc., sur Facebook, par exemple. Et donc les galeries n'ont pas compris ce tournant. Mais je pense qu'elles seront toujours très importantes, les galeries, dans la mesure où elles offrent un service, une expérience à la fois pour nous les artistes ou pour les collectionneurs. Donc on cherche à exposer des NFT dans des galeries physiques parce que ça questionne la relation entre l'art digital et la vision humaine, enfin l'aspect rétinien de l'œuvre d'art, comme disait à l'époque Marcel Duchamp, de l'art rétinien, c'est-à-dire que l'œil peut scruter. Et donc on est à fond dans ces questionnements, et je pense que les galeries doivent absolument s'intéresser et rentrer dans l'ère digitale et nous aider et aider ces artistes-là à proposer quelque chose. Mais Alex a des pistes justement là-dessus. Mais on est d'accord, Oui, hein, moi je suis la représentante de du marché de l'art traditionnel ici, hein, donc évidemment on est tous d'accord là-dessus. Comme il est 7h moins le quart, je vous propose qu'on puisse donner la parole aux auditeurs et auditrices qui auraient envie de monter sur scène, donc n'hésitez pas à lever la main, on vous fait monter sur scène. Et si Florent, notre Joker Tech, veut prendre la parole, n'hésite pas Florent. Et voilà. Ouais, je me suis fait tout discret parce que ce podcast était très bien conduit jusqu'à présent et vous avez posé beaucoup de mes questions. Il y en a plein que j'aimerais explorer aussi. Tu as parlé du collectif d'artistes. Donc ça, en soi, ça peut être, on peut faire un épisode là-dessus entièrement. Et est-ce que, tu vois, un collectif d'artistes doit juste avoir aussi que des artistes dans ce collectif? Parce que je crois que ta mission, du coup, c'est justement de favoriser l'implémentation au sein des galeries, on va dire. Donc, est-ce que tu penses que euh, un collectif d'artistes doit juste être un collectif d'artistes, justement, et s'entraider sur toute la partie artistique, ou est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas la place, justement, pour des fournisseurs de services, justement, pour aider sur création de contenu, sur peut-être toute la partie qui est autre que la partie artistique, en fait? bah, c'est très intéressant. Sans directement penser à les inclure dans le collectif au départ, on s'est dit que par la suite, on aurait certainement besoin d'autres choses que des artistes, voire des sortes d'agents, entre guillemets. Et ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et ça fait complètement sens ce que tu dis. Voilà, enfin, aujourd'hui, quand tu vois la façon dont sont construits les PFP ou les projets de ce genre, voilà, tu as un community manager, un tech, un développeur. Donc, si tu fais un groupe de NFT artistes, ça peut aussi faire sens, effectivement, de, d'inclure cette façon de penser la chose. Ouais. C'est ça, parce que dans le concept, ça reprend un peu l'idée des DAO, du coup, ces organisations décentralisées autonomes qui sont très, très à la mode ou qui seront très à la mode dans les prochains mois sur le marché crypto. Et c'est vrai que ces concepts-là, ils peuvent être repris aussi spécifiquement pour servir les artistes. Donc je trouvais ça intéressant. Et une autre question que j'avais pour toi, c'est que tu en as parlé un petit peu sur justement comment tu verrais l'avenir, les idées que tu as, etc. Toi, qui fais du voxel, justement, comment tu vois l'arrivée des métaverses? Est-ce que tu penses que c'est encore tôt? Est-ce que ça va vraiment être un canal de diffusion important pour tes œuvres à l'avenir? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, alors je suis assez sceptique dans le sens où un de mes premiers jobs, vraiment avant mon service militaire, donc c'était il y a très longtemps, c'était dans une boîte, enfin dans un truc qui s'appelait Le Deuxième Monde, qui était édité par Canal+ Multimédia, si vous connaissez, qui était vraiment, je pense, le premier au monde univers virtuel où on pouvait interagir, chatter, on se baladait dans Paris, qui avait été plus ou moins reconstitué en 3D. C'était avant Second Life, bien avant. Et bon, le truc a périclité. Second Life, pareil. Euh, et là, j'en vois d'autres arriver, mais ils apportent pas encore plus que ce que il y a 20 ans avait apporté le deuxième monde. Donc malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je pense que Facebook
va faire quelque chose de très de plus grand et apporter quelque chose de plus qu'un jeu vidéo dans lequel on peut parler avec ses potes et montrer ce qu'on veut dans un univers virtuel. Je pense qu'ils iront un petit peu plus loin et que ça pourrait démocratiser la chose. Mais voilà, à voir, je sais pas. Enfin, je Est-ce que pense ça que va pas recentraliser la chose? moi, je pense qu'ils vont du coup créer un standard et que ce sera celui-là et pas les autres, de la même manière que voilà, ils ont fait Facebook dès le départ et après Google a voulu arriver à quelque chose de beaucoup mieux qui s'appelait Circle, mais qui a disparu très rapidement, quoi. Donc moi je suis assez sceptique pour l'instant sur les. J'adore, hein, j'adore ça, mais je suis sceptique sur le fait que ça puisse être mainstream sans un grand Facebook ou un grand Apple ou Google derrière. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce que Florent disait sur les métaverses, effectivement, moi aussi, je regarde ça un peu comme ça, avec étonnement, parce que il y a des collectionneurs qui présentent leur travail dans Decentraland, par exemple, ou dans The Sandbox, donc dans des métaverses assez connus en lien avec les NFT, mais on sent que ça reste au stade expérimental. Alors, toi, tu parles de voxel, donc il y a un métaverse qui s'appelle Crypto Voxel, qui est assez connu dans l'espace NFT, et qui s'inspire donc des voxels. Donc toi, tu peux peut-être nous expliquer le voxel, en fait, c'est le pixel, non pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc ça s'appelle un voxel, et tu travailles à partir de cette matière-là, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques tests et j'aurais bien aimé avoir un land pour faire un musée de sculpture Ah en bah tu vois que voxel. tu vas aller dans le Mais métaverse finalement. ouais, ouais, j'aurais trouvé ça super, super intéressant voilà, de faire mon Louvre de sculpture. Euh, mais je crois pas que ce soit vraiment le style, c'est-à-dire qu'il soit en voxel ou qu'il soit hyper réaliste, euh, qui fera l'avenir de ce métaverse. Je pense que c'est vraiment l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Et parce que Ouais. c'est encore un filtre, enfin on a un filtre déjà avec le MetaMask, donc il faut que les gens aient un MetaMask. Ensuite on a un autre filtre euh, qui va être ce monde virtuel et au fur et à mesure on se coupe de plus en plus d'utilisateurs. Et je pense que les, le monde virtuel qui marchera sera celui voilà, qui sera le plus facile Ouais. d'accès et surtout avec le plus de choses à retrouver et d'intérêt à l'intérieur. Voilà. S'il y a un Amazon et dans un métavers, voilà, les gens iront, ou pas d'ailleurs, mais il faut qu'il y ait un intérêt réel autre que juste faire la même chose qu'à l'extérieur, mais en Ouais, pixel ou en c'est voxel. des barrières à l'entrée. Tu as absolument raison. Et d'ailleurs, tu parlais de Facebook, enfin, qui s'appelle Meta maintenant. Il s'appelle Meta à cause de Metaverse. Ouais, Et on pense que comme Facebook, il y a 2 milliards d'utilisateurs. Du jour au lendemain, le jour où Facebook lancera son Metaverse, ça fera potentiellement 2 milliards de personnes qui auront accès à cet espace virtuel. Et juste précision, tu parlais de land, et alors c'est marrant parce qu'on est très nombreux en tant qu'artistes NFT à se poser cette question-là. Est-ce qu'on achète un land, donc c'est-à-dire est-ce qu'on achète un territoire virtuel, un espace virtuel dans un métaverse pour ensuite exposer ses propres œuvres ou les œuvres de sa collection. Mais c'est une question qui revient tout le temps. Moi, je vois les prix complètement exploser là, des lands dans les métaverses. Enfin, ça coûte maintenant ça coûtait des milliers d'euros, maintenant ça coûte des centaines de milliers d'euros. Donc ça devient incroyable. Il faudrait finalement proposer, aller voir des musées ou des galeries qui sont déjà Ouais, dans le c'est ça. métaverse. C'est peut-être le rôle des galeries, hein, d'acheter des landes et de créer des galeries virtuelles dans Oui, le oui, tu as métavers. raison, on retrouve les mêmes problèmes que la vie réelle, c'est-à-dire que nous, artistes, on n'a ni le temps, ni les moyens, ni l'occasion, enfin, c'est pas notre métier, en fait, d'organiser des expositions. C'est le métier des ouais, gars. mais demain tu vas avoir un métaverse qui te dit bah pas de problème, le land il est gratuit, juste voilà, il y a sur ton mur il y a écrit Nike et puis sur la maison d'à côté il y a écrit Carrefour, mais le land il est gratuit. Et je pense que voilà c'est le modèle qui s'est imposé sur Internet naturellement et qui risque aussi de s'imposer pour les métavers avec Facebook. Voilà, ce sera gratuit, juste voilà.
Mais on Il y aura vendra de la nos pub. données. Ouais. Ouais, il y aura Est-ce qu'il y a des interventions de nos auditeurs ou auditrices qui voudraient rajouter quelque chose, poser une question à notre invité? Parce que l'heure tourne. Oui, en attendant que quelqu'un lève la main, c'est vrai ce que Ouais. tu dis, l'intervention du mécénat privé dans les métaverses, dans les NFT, ça va arriver, c'est évident. Et en fait, c'est déjà le cas. L'autre jour, je voyais l'église de la Madeleine à Paris était rénovée. Il y avait une grande marque très connue dans la mode, dans le luxe, qui disait cette marque, grâce à cette marque, l'église de la Madeleine va être rénovée. Bon, c'est effectivement la marche du monde, de nos sociétés en tout cas. Et, euh, et pourquoi pas, quand on voit que sur les métaverses, il y a des grandes marques qui prennent position très vite. Et puis là, on a parlé tout le monde a vu que Nike et Adidas ont racheté, enfin, se lancent dans les NFT, soit en rachetant des entreprises ou pas. Mais on sent que les artistes vont être progressivement sollicités pour intervenir dans un univers de marque. Comme quoi, on retrouve des problématiques du monde traditionnel encore. Je vous propose, s'il n'y a pas de demande de questions, de passer à la dernière partie du podcast. Alors, Alex, souvent les artistes sont aussi collectionneurs. Est-ce que toi, tu es collectionneur? Alors, ouais, je suis collectionneur, j'ai très peu d'œuvres, j'en ai avoir 3. Alors justement, Euh, quel est le premier NFT que tu as collectionné? alors, c'était un NFT. Alors, non, le premier, je crois que c'est le livre de John, c'est Moi aussi, NFT c'est le Révolution. premier. Ouais, ça c'est vraiment, ouais, Tu c'est peux le tout nous en premier. dire deux mots? Oui, alors donc NFT Morning, John et Rem ont fait un livre physique, enfin qui n'était pas physique au départ. On fait un livre sur les NFT qui s'appelle NFT Révolution, et pour l'acquérir, il fallait simplement acheter le NFT de ce livre. Et là, j'ai dit bingo. Je suis passé à côté des Bored Ape, mais je suis pas Alors, passé à côté de ça. justement, le NFT que tu n'as pas réussi à avoir. Alors sans vraiment de regret, parce que je continue à les trouver très moches, c'est les Bored Ape. Voilà, j'étais dans la room où ils parlaient du lancement, ça allait être lancé, où ils lançaient le truc. Allez-y, c'est 0,02, et tout le Ah monde en ouais, avait, tout le monde mettait t'étais sa là photo de au tout profil. début, quoi. Ouais, mais je me suis dit, mais enfin non, je vais pas mettre 0,2 C'était vraiment trop dans une laid. espèce de singe super moche. Donc voilà, je continue à les trouver très laids, mais je pense que c'est aussi pour Mm, me soulager. je comprends. N'en parlons pas trop. Le NFT que tu attends avec impatience. J'ai hâte de voir ce que va donner ce qu'a fait PAC avec tous ces NFT, avec Mass, avec tous ces NFT qui s'assemblent les uns avec les autres. Oui, le merge. Le merge, ouais, le merge project. Et je trouve ça super intéressant de savoir que si hypothétiquement il en reste un seul tout petit, bah, il aura autant de Un- valeur enfin voilà, s'il reste une seule unité, elle aura autant de valeur que toutes les unités réunies moins celle-là. Enfin voilà, tout le concept de, de, de valeur autour est très intéressant. Donc enfin, il est déjà sorti, mais j'ai hâte de voir comment il va évoluer. Ouais, comment il va En tout cas, évoluer. Ouais. ouais. On a un spécialiste dans la salle. Salut Davy. Euh, et est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire? Que ce soit un artiste ou une artiste. Voilà, ça va être un poncif, mais quand même ce que fait Beeple est intéressant. Le fait qu'il ait proposé une œuvre physique avec des écrans, enfin, pour moi c'était l'évolution logique de son travail, et il l'a fait, donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà, le fait qu'il travaille en 3D, qu'il essaye de manier des thèmes un petit peu politiques et pop, c'est un peu tout un univers qui me parle. Donc c'est pas très pointu, mais Beeple me plaît bien. Ok, c'est pas pointu, mais c'est une valeur sûre. Ouais. Et l'invité que tu aimerais écouter dans cette room? J'aimerais beaucoup écouter Xerac, que j'ai rencontré il y a peu de temps, et qui part dans tous les sens au niveau création, et qui est très intéressant, et qui avait proposé une œuvre
comme tu as pu la voir aux 3 ans Ouais, du MoCA, et je me disais, ah, mais elle est trop bien cette œuvre en pixel art, c'est ça. Le avec les plongeon. couleurs pop, ouais, c'est vraiment génial, c'est super rétro, on dirait du Minitel. Et il m'expliquait, ouais, c'est super rétro, bah, je l'ai faite il y a 20 ans en fait. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est super rétro. Et ça m'a scotché, quoi. J'ai trouvé ça absolument Ok, génial. ben, on le connaît, donc c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Eh bien, merci pour tout ça, Alex. Alors, avant de clôturer la room, on a une petite tradition dans le podcast de giveaway. Donc, est-ce que tu es OK pour offrir un giveaway à un des auditeurs ou auditrices de ce jour-là, si Florent veut nous rappeler les règles au passage. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, avec plaisir. Cool. Trop bien, ben, merci beaucoup Alex. Ouais, on tente ça pour justement donner envie aux gens de commencer à collectionner leur premier NFT s'ils n'osent pas sauter le pas, on va dire, et aussi s'initier à ça. Et c'est une bonne manière justement de soutenir ben, notre initiative par laquelle on n'est pas rémunéré, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Et si on peut au fur et à mesure gagner en visibilité pour nos futurs invités, eh bien, ça sera évidemment génial que tu y aies participé. Donc merci beaucoup. Et les Euh, règles du jeu? et les règles du jeu, c'est qu'on va faire un tweet. Il va falloir retweeter et taguer des amis. Et pendant l'émission de la semaine prochaine, on tirera au hasard un ou une gagnante. Voilà, c'est assez simple comme règle. Et on n'a pas encore fait le giveaway de Léo. J'en profite, petite parenthèse, parce qu'il est en train justement de bosser sur une dernière œuvre. Donc on va avoir une œuvre toute fraîche. Pour ceux qui nous ont écoutés, du coup, Quelques je crois que c'était il y semaines. a 2 semaines ou Ouais, 3 c'est semaines. ça. Léo Caillard, Ouais, pas pas la notre Non, mienne. Léo. oui, Léo Lanotte ne fait pas encore Non. de NFT, mais qui sait. Qui sait, vous savez pas tout ce que je fais dans dans le peu de temps qu'il me reste. C'est ça. Eh bien, je vous remercie. Je remercie d'abord Alex. La semaine prochaine, c'est également mercredi. L'enregistrement sur Clubhouse, exceptionnellement, on reprendra notre rythme du mardi dans 2 semaines. Donc, merci infiniment, Alex, pour cette heure passée ensemble. Merci à mes acolytes Benjamin et Florent. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Ça m'a À fait très vraiment très vite. plaisir d'être là. Merci Alex, merci à tout le monde. À bientôt. Merci, ciao. Bonne soirée. Merci Alex. L'art du NFT. NFT, non-fungible token. C'est dur à dire.